Bien, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Julie, Stéphanie pour votre animation aujourd'hui. Donc, je prends la place, Denis, je vais m'asseoir ici. Donc, en fait, comme Julie vient de l'expliquer, le but du panel, c'est de refaire un petit peu un revue de la saison, un petit bilan de la saison, comment ça s'est passé, selon vos types d'entreprises, vos types de sols, vos conditions différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, pour commencer le panel, en fait, je commençais à demander à Martin, premièrement, pour mettre en contexte, expliquer son entreprise. Bien, bonjour tout le monde. Martin Goyer, les FMMVG, région Lanaudière, producteur de croustilles, pommes de terre de table, transformation. Actuellement, comme pré-retraité, j'ai passé ça à la relève en arrière de moi. On cultive 600 hectares en pommes de terre. Les rotations, c'est enfouissement vert à 100 %. C'est ça, d'un sol sablonneux sur 80 % de la superficie, puis environ 20 % de l'ombre, qui était un peu l'histoire de 2023 catastrophique. C'est un peu ça. Merci, Gabriel. Gabriel Sanson, je suis la relève de ferme Sanson et Fils, déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et puis, c'est ça, on est en culture maraîchère biologique. On cultive de la pomme de terre, mais on cultive des légumes sur 50 hectares. On est en sol, sablo-limoneux ou sableux. Là, c'est assez clair comme type de sol. Sinon, nos marchés principaux sont les distributeurs montréalais et la distribution américaine aussi. Merci, Gabriel. Denis? Oui, c'est Ferme Port-Éden Incorporée. On est à Saint-Léonard dans Port-Neuf. Nous, on a une ferme mixte. Notre production principale, c'est le porc. Un porc certifié human, donc élevé sur litière accumulée, avec un contrat avec les abattoirs du Breton à Rivière-du-Loup. On a 1000 acres en culture. On fait de la pomme de terre en rotation aux 3 ans, donc notre rotation type, c'est la pomme de terre, céréales, canola. Donc, puis chaque secteur est complémentaire à l'autre. Donc, le porc, le fumier produit sert à fertiliser les cultures. Nos cultures nous fournissent la paille pour mettre la litière sur les porcs. Et tout ça se fait sur une régie de semi-direct. Nous, ça fait 15 ans qu'on n'a pas labouré. Le seul travail qu'on fait, c'est une herse à disque après la récolte de pommes de terre pour niveler le sol. Ensuite, on ne retravaille pas nos sols jusqu'à la prochaine récolte de pommes de terre. Bien, merci, Denis. Si on commence en faisant un petit résumé de la saison, si on commence avec le printemps, on sait qu'on a eu des conditions particulières d'une région à l'autre. Donc, ça a été quoi vos défis cette année au printemps, là, que ce soit comme qualité de semences, comme désherbage des champs, conditions de sol? Juste vous expliquer un petit peu, nous mettre en contexte de votre printemps cette année. Hein? Bien, si on va parler pour la région Lanaudière, comme notre région, côté de la semence, bien, premièrement, le début de 2023 était une saison normale, un départ normal comme tout producteur peut faire à tous les ans. La réception de semences, on a une rigueur sur la qualité de semences qu'on accepte à la ferme. Donc, après tous les tests observés, on a fait de la plantation. Ça s'est fait comme en 2 temps. On a eu une plantation à l'entour du 24 avril aller au 1er mai. On a arrêté pendant une couple de jours, je dirais peut-être une semaine. Puis, ce qui était fait après l'ensemencement, après le redépart, en fait, là, du 6-7 mai, c'était une autre production, en fait. Là. Tout ce qui était fait avant le 1er mai est une production qui a donné quand même des rendements agréables dans les hâtives. Tout ce qui est tardif, bien, ça a été une autre histoire. Mais un printemps correct. Là. De ton côté, Gabriel? On a eu un printemps là, excessivement sec. Là. Il y a pas, en tout cas, dans le sud du Québec, là, il n'y a à peu près pas tombé d'eau entre la fin avril et la première semaine de juin. Fait que toutes les implantations sont faites là, d'un coup. Il n'y a pas eu d'interruption, rien. Ça a été tellement sec que même la pomme de terre avait du mal à émerger du sol. Là. Fait qu'on a eu vraiment comme 3 semaines entre la plantation et l'émergence. Par la suite, les pommes de terre qui ont réussi à bien sortir là, et tout, là, mais par la suite, là, on a eu de la pluie, là, mais c'est ça. Pour l'implantation, tout s'est fait relativement rondement. La qualité de la pomme de terre était bonne, la semence, tout. On n'a pas eu de problématique là, à ce titre-là.
dans la région de Port-Neuf? Dans Port-Neuf, c'était un printemps sec aussi. C'était encourageant. Des fois, on a des sols qui ont des petites baisseurs. On était contents, on était capable de semer partout. On a eu un petit peu plus de difficultés après dans ces baisseurs-là. Il y en a qu'on a regretté d'avoir passé. Mais non, c'était un beau printemps. Puis dans l'espace de 7 à 8 jours, nos semences étaient faites. Puis au niveau du désherbage, si on peut aller là, nous, on a une technique un peu spéciale. On fait au Roundup. Donc, on suit l'émergence des pommes de terre, puis on gratte, puis on voit quand ça vient juste sortir avant que ça émerge, là on passe un Roundup, on détruit toute la végétation qui est là. Puis après ça, on fait un prisme un peu plus tard en saison. Donc, c'est notre façon de désherber. On ne met pas de produits antigerminatifs dans le sol. OK, good. Intéressant comme particularité aussi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font du semi-direct dans la pomme de terre au Québec. Donc, c'est intéressant de partager ces trucs-là. Si on passe maintenant à fumigation, ma question est plus pour toi, Martin. Je sais que tu pratiques la fumigation, les contraintes, les bénéfices sur ton entreprise. Peux-tu nous expliquer un petit peu les raisons de l'utilisation de la chloro? Ben oui, on utilise à la ferme, on utilise la chloropicrine pour les fins de gale, en fait. C'est au niveau des pommes de terre de table à pratiquement 100 transformation, c'est moins pire un peu. On utilise aussi le busan et le vapam, qui sont utilisés pour ce que j'appelle, dans mon jargon personnel, les maladies de bébé, en fait, de la production, verticilliose et compagnie, pas quatre choses. La fumigation à la ferme, en fait, on ne peut pas trop s'en passer parce que si on a des endroits, mettons, qu'on ne fumigue pas, surtout, ça va par variété aussi. Il y a des variétés qui sont résistantes à la gale, ces choses-là. Mais si on n'a pas de fumigation, on n'obtient pas la qualité adéquate pour être capable de fournir nos clients. Puis on sait qu'un hectare de pommes de terre cultivé aujourd'hui doit rapporter à 100 dans la meilleure qualité possible. Fait que c'est pour ça qu'on pratique la fumigation. Avez-vous quelque chose à rajouter de votre côté, Gabriel? Toi, de votre côté, comment est-ce que vous contrôlez justement la gale, verticilliose ou ces maladies-là qui nous affectent? Bien, d'emblée, dans le mode de culture biologique, là, définitivement, on est toujours dans un mode on a toujours des rotations bien établies. Là. On mise surtout là-dessus, en fait, là, au niveau des maladies, puis on favorise aussi la biodiversité. Là. Nos cultures, en fait, ils sont toujours précédées d'un engrais vert la plupart du temps. Et puis, ça facilite aussi, là, justement, de ne pas avoir trop de maladies qui s'accumulent derrière les cultures. Là. Puis, on parlait tantôt aussi là, des méthodes de sarclage, là, mais nous autres, c'est sûr, on va sarcler un peu plus souvent. Là. On ne peut pas utiliser d'herbicides. Du moins, il y en existe, mais il n'y en a pas qui sont suffisamment efficaces là, pour que ça soit convenable. Et c'est ça. Fait que des sarcleurs, là, tantôt, j'avais rajouté une photo d'un peigne pour être capable de sarcler les pommes de terre aussi. Là. Fait que, on a un attirail là, de sarcleurs différents pour faire le travail. OK. Toi, de ton côté, Denis, ces maladies-là, comment tu contrôles ça? Oui, nous autres, avant de faire le semi-direct, ça fait 15 ans qu'on est en semi-direct. Étant producteur de porc, on avait beaucoup de lisier, donc on enfouissait notre porc, on mettait du lisier, on avait beaucoup de problèmes de gale. Puis depuis qu'on fait le semi-direct, on a vu une diminution beaucoup de l'incidence de la gale. Puis le principe, c'est quand on va en nature, là, dans la forêt, il n'y a pas personne qui en fout les feuilles. Ils se décomposent, les vers de terre la descendent. Donc, en semi-direct, c'est un peu le même principe. On laisse notre matière organique en surface, puis la faune du sol, les vers de terre, la descendent aux racines, puis comme ça, on ne nourrit pas. Parce que la gale, c'est une bactérie qui se nourrit de matière organique puis d'azote. Mais c'est nos cultures, nos façons de cultiver avant, on favorisait ça. Alors que là, en coupant sa nourriture puis son milieu de vie, c'est ça, la bactérie diminue beaucoup, puis on a presque plus de problèmes de gale. Okay. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas de la table, on fait un marché de transformation. C'est ta santé de sol, autrement dit, qui a repris le dessus tranquillement pour contrer ces maladies-là. Oui. Martin? Si tu me permets, Sébastien, je vais rajouter une chose que je n'ai pas parlé tantôt lorsqu'on a parlé de fumigation. C'est que notre ferme, on utilise beaucoup les mycorhizes à la ferme, en fait. Puis on s'est aperçu avec le temps, après maintes et maintes essais, que des mycorhizes en sol fumigué travaillent réellement très bien. Ils sont dans les environnements sains, en fait. C'est ce qu'on a vu à la ferme. Là. L'effet des mycorhizes est beaucoup plus accentué et beaucoup plus valorisé dans la fumigation que le non-fumigé, dans nos types de sols, puis dans nos cultures.
C'est utilisé aussi dans le bio, je pense, Gabriel, les mycorhizes. Hein? Oui, on peut utiliser des mycorhizes. On peut aussi utiliser, là, on utilise, pas faire de publicité, mais du Earth Alive, là, on en utilise déjà depuis plusieurs années. Puis c'est ça, ça semble améliorer là, un peu là, la qualité des pommes de terre sortantes. Là, parce que, bon, c'est sûr qu'on a chez nous, bon, la plupart des producteurs de pommes de terre sont dans des sols très sableux, mais là, on vient comme rajouter là, un petit élément qui peut être appelé à s'évaporer là, dans un sol sableux quand c'est sec. Là. Bien, merci. À ce temps qu'on a parlé du printemps, parlez-moi maintenant de la saison végétative. Comment ça s'est passé dans vos régions respectives? Que ce soit par des pistages peut-être un peu plus accentués, les pressions de maladies ou d'insectes cette année, là, si vous voulez me parler un peu de votre saison. Il y a une photo qui dit 1000 mots. Là. Ça, c'était des routes à la Nodière là, pendant la pluie. Là. On a vu ça à quelques reprises durant la saison. La saison 23, bon, c'est ça. C'était catastrophique à partir de la mi-juin. Là. C'est hallucinant, l'eau qu'on a eue. La gestion des fongicides a été une histoire. On fait partie des vitrines pour descendre la matière active à l'hectare. En fait, on essaie toujours de faire une agriculture raisonnée, quand même qu'on fumigue, on s'entend. Mais on travaille avec les vitrines pour réduire la matière active à l'hectare, comme je disais, pour l'utilisation aussi des utilisateurs des pesticides. Puis, ça nous a joué quelques petits tours en cours de route, là, parce que, en fait, la protection, phytoprotection était assez ardue. Ça a coûté une fortune en fongicides. On s'est fait battre par le mildiou. Dans nos pommes de terre tardives, il n'y a pas une pomme de terre tardive qui a atteint son 88 jours de végétation, quand c'est des variétés qu'on peut atteindre 110, 115 jours de végétation. On n'a pas dépassé 80, 88 jours. Fait que les rendements ont été réellement écopés. Donc, ça s'est traduit par une perte de rendement de 30 % à l'entreprise en 2023. C'est énorme, effectivement. Puis ce qui est dommage aussi, c'est que tu as beau faire tout ce que tu peux, mais la météo ne la contrôle pas. Donc, exact. Mais comme je disais, d'entrée de jeu, le printemps, tu sais, on a fait, mes coéquipiers ont fait le travail adéquat, ont fait le job précis, parfait, en fait, comme à tous les ans. Mais bon, l'incontrôlable est arrivé, puis la Miss Météo, ben, on ne la contrôle pas. Là. Puis j'ai aimé le commentaire de Denis, pour ceux qui étaient là hier, quand il dit depuis 57 ans de carrière, c'est la pire année de mildiou que lui a connue. Donc, ça en dit beaucoup aussi sur la saison qu'on a eue. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Gabriel, sur la saison que tu as eue de ton côté. En fait, pour notre part, là, ça a été effectivement la pire année qu'on aura jamais connue. J'espère que ça va être la seule. Mais en effet, là, on a eu vraiment là, excusez, là, on a encore un appel. Non, c'est ça, ça a été une année là, catastrophique, littéralement. Et puis, on a eu, là, on a même eu droit à de la grêle, là, en fait, là, une grêle là, qui s'est avérée destructrice là, pour environ le tiers de toutes mes cultures. Ça a laissé sa trace. Là. En fait, là, il y a quelques photos qui tournent. Là. Il y avait un melon tantôt là, qui était des melons qui avaient été attaqués, littéralement, par ces grêlons-là. Puis les photos d'oignons, là, broyés, là, c'était un peu le type d'image qu'on avait chez nous cette année. Pour la pomme de terre, les dorifores aussi ont été assez actifs. Là. Ben, ça, en fait, là, les dorifores en bio, là, ça reste quand même un défi certain. Là. À mon avis, c'est le plus grand défi qu'on a encore là, en bio. En conventionnel, il y a plusieurs outils là, qui permettent de le contrôler. Mais nous, chez nous, on a des machines là, on essaie de contrôler avec ça, mais c'est limité quand même comme effet. Puis, c'est ça. Fait que non, la pomme de terre, là, en plus, elle a été grêlée, ça a été défolié, le mildiou est rentré. T'sais, on a eu, là, en termes de rendement, là, on a à peu près entre 30 et 40 % de rendement en moyenne là, dans toutes nos cultures. Et pas de perte de rendement, mais de rendement. Donc, 70 % de perte de rendement. C'est ça. Donc, c'est une année catastrophique. Mais comme on disait tantôt, c'est le côté Dame Nature aussi qu'on ne contrôle pas. Là, exactement. Dans la région de Portneuf, Denis, de ton côté? Je suis quasiment gêné quand j'entends parler Martin. Puis, nous, ça a été relativement bien dans la région de la Capitale-Nationale, Portneuf. On a eu beaucoup d'eau, oui, mais pas des quantités astronomiques comme il y a eu ailleurs. Mon dépisteur m'a suggéré, Denis, ça s'annonce quand même une pression relativement élevée au niveau du mildiou. Donc, les années passées, on faisait seulement des traitements avec de la poudre. Donc, cette année, on a inclus les produits systémiques dans nos traitements contre le mildiou. Puis, je pense que ça a fonctionné. Là,
nous, on n'a pas eu de mildiou, puis on a eu des rendements normaux. Il y a juste dans la variété Gold Rush. Puis moi, ce que notre dépisteur parlait, Maxime Brière, que c'est de même là, un peu partout au Québec. La Gold Rush a été vraiment mauvaise cette année. Dans nos autres variétés pour la transformation, on a eu des rendements normaux. Puis comme je disais, là, il y en a juste une petite baisseur, à peu près à 1 hectare, là, qu'on a abandonné, qu'on a raccourci notre champ parce que à chaque fois là, qu'on allait arroser là, on préparait un deuxième tracteur parce qu'on savait qu'il allait rester pris. Fait qu'on a abandonné ça, mais puis, ben c'est ça. Finalement, la saison était bonne. Puis pour nous, on a eu beaucoup d'eau, mais c'est toujours dans nos types de sol puis dans notre région le facteur limitatif. Là. Fait que pour une année, c'est pas l'eau qui nous a limité le rendement. Là. Puis ben on n'a pas eu trop en surplus. Donc, grosso modo, on a été chanceux. Nous, quand on se compare au restant du Québec, ben, je pense que dans la région de Québec, c'était bon. Bien, tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. C'est-tu parce que vous êtes plus proche de Saint-Anne-de-Beaupré ou quoi? Les lampions vont augmenter le prix, là, Martin. Mais Il y a quelque chose, mais ouais. Dis-moi la sorte de lampion que tu fais brûler. Cap de la Madeleine. Fait que ma prochaine question, c'est pour toi, Gabriel. Je sais que tu avais même un support PowerPoint là, qui va pour appuyer tes dires. J'aimerais que tu nous expliques un peu plus de précision là, au niveau de ta régie biologique, là, si tu disposes de tous les outils nécessaires. C'est quoi tes principaux ennemis de culture, là, puis les défis particuliers que tu as relevés dans ta production? Là? Bon, c'est définitif qu'en agriculture biologique, bon, tout ce qui est produit de synthèse, là, donc on élimine 95% des herbicides, des pesticides, on en a quelques-uns. Il y en a un qui est homologué contre le Doryphore, j'en parlais là, un petit peu, là, mais le Entros, dans le fond, qui est un sérénade, qui est un spinosade, c'est ça exactement. Et puis, en conventionnel, là, vous connaissez sûrement plus là, le Delegate, là, qui est une variante là, avec des adjuvants qui ne sont pas autorisés en bio. Puis, c'est ça, cette substance-là, en fait, là, vu que c'est la seule depuis, si je ne me trompe pas, là, ça a été créé autour des années 2000-2005, ce produit-là. Puis, on l'a utilisé, puis là, ben, il a bien fonctionné pendant 8 ans de temps. Mais, puis 8 ans, je pense que pour la Doryphore, ça reste quand même assez intéressant quand même comme longévité. Sauf que on est venu à bout d'avoir une résistance là, qui est assez forte là, maintenant. Puis ça fait maintenant 8 ans qu'on ne l'utilise plus. Puis on s'est tourné vers des équipements là, des équipements mécaniques là, pour être capable de contrôler le Doryphore. Mais ce qui reste pour nous qui fonctionne le mieux, définitivement, ça reste d'avoir une rotation qui est éloignée. Fait qu'on déménage la culture, on s'en va sur une terre louée plus loin. Puis c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Là. La pression de Doryphore est toujours moins importante. Là. Puis après ça, si on parle là, de... Là, ça, j'avais bien aimé... Ça aurait été cool d'avoir le support. Mais c'est ça, il y avait aussi, en termes de rendement, on peut s'attendre quand même à une certaine baisse de rendement par rapport au conventionnel, là, mais qui est quand même... C'est pas notable, là. Les rendements sont quand même intéressants. Là. Puis les marchés aussi sont d'autant plus conséquents. Moins gros, mais tout de même intéressants pour la grosseur. Merci. On a parlé beaucoup de facteurs externes cette année, le météo. Comment est-ce que, comme producteur, vous gérez ça, vous, ce stress-là, d'avoir tout subir ces pressions-là, une pression de marché, pression de contrat, pression de performance aussi? Là? Comment est-ce que vous gérez ça comme entrepreneur, Martin? Bien, comme entrepreneur, comme je disais tantôt d'entrée de jeu, moi, je suis comme pré-retraité, en fait. Là. Fait que ma job en 2023, ça a été de supporter mes troupes, de les encourager. Écoute, tu sais, ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire. Là. C'était fait dans la règle de l'art, comme on l'a fait l'an passé, ou qu'on l'a fait comme il y a 5 ans, ou il y a 10 ans même en arrière. Tu sais, en fait, on est les mêmes producteurs. Tu sais, quand même qu'on regarderait... Le résultat, au bout, on a une grande déception par rapport au rendement obtenu, oui. Mais il reste une chose. Il ne faut pas juste s'appuyer sur l'année en cours. Il faut regarder où est-ce qu'on était avant. Cette année, il faut la garder en mémoire. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on a beaucoup à retenir encore. Si je fais un peu l'historique de notre ferme, on a été pendant les 10-15 dernières années investir énormément dans l'irrigation parce que le climat était à la sécheresse. On a 20 de l'ombre
je vous dirais que les draineuses rentrent dans les terres en mois de décembre. Là. On était drainés, sauf que on s'est aperçu que le système de drainage n'est peut-être pas adéquat pour les styles de température qu'on va rencontrer, qu'on a rencontrés ou qu'on va rencontrer peut-être dans le futur. Fait que, moralement, ben, il faut encourager la relève. Je l'ai dit hier soir, j'ai pris le micro un petit peu juste pour encourager la relève avec émotion, mais c'est encore pareil aujourd'hui. Il faut savoir où est-ce qu'on vient. Il faut savoir les appuyer aussi quand c'est le temps de les appuyer. Exact. Aussi, parlant de relève, Gabriel? Cet été, là, ça a été nettement le plus difficile là, que j'aurais jamais connu. Là. Bon, c'est certain que j'ai pas une carrière aussi longue que la plupart d'entre vous, mais par contre, je suis né sur la ferme, puis mon père a fait la transition bio en 92. Fait que j'ai vécu son mode de culture. Là, j'ai appris il l'a bâti en même temps que je le regardais le faire, là, tu sais. Et puis, c'est ça, une année comme on a vécu là, j'ai jamais vécu ça. Puis mon père non plus. Il en a déjà vécu des difficiles, mais pas à ce point-là. Et puis, bon, avec le contexte actuel, là, je vous dirais que cet été, ça a été très pénible là, pour moi, là, cet été. J'ai réussi là, à passer à travers, là, bon an, mal an, là, on va dire. Là, on n'ira pas... C'est ça, c'est une année sur combien encore à venir et combien qui ont passé, qui ont bien été aussi. Donc, pour mettre en perspective au travers. Exactement. Puis là, bon, tranquillement, là, on s'en remet de nos émotions. Là, mettons que tout ce qu'on a vécu cet été. Puis par la suite, là, c'est ça. À l'étape où je suis aujourd'hui, c'est plus de se retourner vers l'avant puis regarder. Puis là, éventuellement, ça va être d'affronter les conséquences financières d'une année comme on vient de connaître. Là, fait que c'est sûr qu'il y a d'autres défis en avant, là, mais reste que, bon, l'année qu'on vient de passer est derrière nous. Puis je vais focusser là-dessus. Denis, de ton côté, as-tu quelque chose à rajouter sur gestion du stress? La gestion du stress, moi, je mets mes énergies, je me dis sur ce que je suis capable de contrôler. Le passé, on aura beau y repenser puis dire, j'aurais donc dû, là, on ne règle rien avec ça. Donc, le passé, il est fait. Le présent, c'est très court. Aussitôt qu'on l'a prononcé, c'est fini. Donc, moi, mon objectif, c'est dans le futur. Qu'est-ce que je peux faire pour préparer mon futur? Quand il arrive des coups plus durs, bien, comme mon frère me dit, comment on se roule en petite boule dans le coin, bien, ça avance pas. Donc, il faut se garder le moral, il faut se garder nos énergies pour justement régler ces coups plus durs-là. Puis, bien, mon entreprise est axée sur la résilience. Il faut être capable d'avoir une santé des sols, une santé au niveau des ports. Donc, c'est tout un contexte qui fait c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Puis, bien, dans ma façon de gérer, puis dans ma vision, bien, c'est ça, c'est toujours vers le futur. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Il est arrivé ici, là, 1 an, 2 ans, mais comment je vais le régler, puis surtout, comment je vais le prévenir? Puis, en tout cas, moi, c'est ma façon de gérer. Puis, le stress, j'essaie de ne pas me laisser atteindre pour ça, pour justement garder mes capacités pour gérer ces situations-là. J'essaie de ne pas me laisser diminuer par ces facteurs-là. Bien, c'est bien. Il faut voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, comme on Exactement. dit, hein? Puis Denis, tu as raison, parce que des jarrets, là, c'est fait pour marcher. Des jarrets dondus, on ne fonctionne pas avec ça. Avec des jarrets, on avance. Je terminerai, messieurs, avec une dernière question qui est plus par rapport à votre rendement cette année, la qualité, la conservation d'entrepôt. Comment ça se passe de votre côté? Bien, on a parlé des rendements tantôt. Actuellement, on a été chanceux parce que selon notre portfolio de clients qu'on a, dans les marchés qu'on est, on était capable de prendre des ententes pour être capable de libérer les secteurs à problème ou quoi que ce soit. Ce qui nous a aidé énormément, c'est le mois de septembre. Hein. On a eu un mois de septembre sec et on a eu un début de septembre chaud. Donc, les efforts qu'ils ont eu à faire en pourriture dans les champs qui étaient atteints par l'eau, c'est fait. On a eu des conditions de récolte exceptionnelles, si on peut dire, puis on ne se le cache pas. Là, il y a une belle fenêtre de récolte. Puis, si je prends les thèmes de mon personnel qui est à la réception des pommes de terre à l'entrepôt, il a dit « Wow, malgré tout, ça fait partie de l'encouragement un peu que Denis, tu disais, tu sais. Oui, moins de rendement, mais on a eu la chance d'avoir une belle qualité de pommes de terre qu'on a pu mettre en entrepôt quand même. Actuellement, je vais être choix du bois, qui est ici, mais que la conservation va quand même bien. On est content. Côté qualité croustille, actuellement, c'est bien. Ça se conserve bien.
On a eu peut-être une bine qui aurait pu être problématique, mais bon, on était capable encore là de la sortir et de la livrer. Fait que, il y a de la compréhension de la part des clients parce qu'on est court dans le croustilles, on ne se le cachera pas cette année. Fait que, puis du côté des autres variétés, ben, on a une variété de longe, je crois, si ma mémoire est fidèle, qu'on est pogné avec du cœur creux. Mais dans le restant des autres variétés, on était chanceux, on n'a pas été trop battus là-dessus. T'sais, on entend parler beaucoup, on va avec du monde hier ou aujourd'hui ou quoi que ce soit, que les cœurs creux dans les variétés recettes sont assez présents. Là. Ouais. C'est présent en 2023. Là. Ouais. Gabriel, de ton côté, la qualité que ça disait, c'était pas la meilleure? Le peu de légumes qu'on a récoltés, il s'est avéré quand même, ben, ça dépend. Dans la pomme de terre, ça s'est avéré quand même de qualité. Les pommes de terre étaient petites, mais très peu de déclassement là, par rapport à la qualité. Sinon, on commerce aussi là, de la pomme de terre biologique, là, puis les producteurs qui me fournissent ils ont aussi connu des baisses de rendement, là, quand même entre 50 et 70 dépendamment des régions. Puis la qualité, quand même, s'avère bonne, quand même. Fait que, on n'aura pas tout perdu. Bien, écoute, tant mieux, ça prend du positif. Exact. Denis? Bien, la même chose de notre côté. Les rendements étaient bons, la qualité est bonne, donc ça se passe bien en entrepôt. Donc, on devrait avoir une année là, relativement intéressante. Là. Pas trop de défauts internes non plus de ton côté? Non, ça va bien. C'est correct. On a livré à les clients, et puis le classement de la qualité, c'est correct. Bien, écoute, c'est super ça. On en arriverait à la fin de notre panel, puis on pourrait prendre des questions du public. Si vous avez quelques questions pour nous, on a 2 micros en arrière, donc soyez pas gênés. Puis le panel est là pour répondre à vos questions. Des questions, des fois, peut-être plus adressées aux producteurs aussi, donc gênez-vous pas pour poser vos questions. Sinon, j'en ai une ou deux en backup. Ma question pour Gabriel, au niveau des variétés bio, comment est-ce que tu choisis tes variétés? En biologique, on va souvent essayer d'aller plus vers des variétés qui vont être hâtives ou mi-saison. La tardive, là, personnellement, on évite là, parce qu'on réussit rarement à la rendre à terme. Puis souvent, là, on va observer que les pommes de terre vont rouler moins vite aussi en bio. Fait qu'on va essayer d'y aller avec, c'est ça, mi-saison au plus tard, là, je vous dirais. Là. Puis ça reste que ça donne quand même des rendements intéressants. Là. Puis il y a des variétés, par contre, qui vont répondre différemment en bio. Les engrais qu'on peut utiliser là, vont être souvent, en tout cas, dépendamment des fumiers de poule cubée qu'on va utiliser ou des composts, l'azote va être disponible de façon différente. Puis ça va s'affairer mieux. Ça va mieux s'adonner avec un type de pomme de terre qu'un autre. Là. Fait que, il y a un petit peu là, il y a beaucoup d'essais-erreurs là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que du moment qu'on a une nouvelle variété qu'on veut essayer, on ne se pitche jamais là-dedans à brosse vert. Là. On va toujours essayer là, un petit peu. Après ça, on va l'observer, voir comment est-ce qu'elle répond, puis on va s'ajuster avec.